Qu'est-ce que je vaux? À cette question, la réponse est souvent rien. Waouh. En fait, pourquoi se poser cette question? Pour avoir cette réponse-là. Et c'est souvent ce qu'on croit. Je prends comme exemple l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat au féminin. Lorsque une femme crée son entreprise, est créatrice, eh bien déjà elle affirme je suis créatrice. Elle dit pas je suis entrepreneur, ça demande un changement de posture, mais ça c'est ok. Mais souvent, en fait, elle fait des choses de valeur, des missions, de coaching, de thérapie, des choses comme ça, mais elle ne le fait pas payer. Alors pourquoi? Alors les arguments sont souvent c'est normal, il faut que je me fasse connaître, au moins la personne quand elle goûte à ce que je fais, elle sait que je le fais très bien, elle va revenir. Mais au fond de ça, derrière, qu'est-ce qui se cache? Peut-être tout simplement qu'on n'a pas la valeur, qu'on pense ne pas avoir de valeur, et donc on ne peut pas monétiser. On ne peut pas monétiser quelque chose qui n'a pas de valeur. On ne peut pas demander d'argent si en face, on pense qu'il n'y a pas de valeur. Alors je vais dupliquer l'exemple que je viens de vous donner quand on est coach, thérapeute, sophrologue, kinésio ou toutes les professions liées au développement personnel, c'est-à-dire non palpables, entre guillemets bien entendu, et un boulanger qui ouvre, ou un coiffeur, ou un marchand de bijoux, ou un poissonnier, ou un maçon, ou un plombier. Vous voyez, des choses qui sont... Quand je vais acheter mon pain, même si la personne vient d'ouvrir et que c'est son premier pain, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est super content de lui acheter sa première baguette. Et si elle est imparfaite, on se dit c'est pas grave, en fait, puisque de toute façon, il y en aura un deuxième, puis une troisième, et puis après, le pain, on devient habitué parce que c'est là où finalement, le pain est humain, il est imparfait, comme nous. Et pareil, un maçon qui se met à son compte, on va le faire venir, on va lui demander de construire un mur, et le maçon, il va pas penser à dire je fais tester au moins si un jour je construis un mur, et puis peut-être qu'un jour je construirai une maison. Alors pourquoi, dans le développement personnel, on a cette tendance à ne pas faire payer la prestation? Encore une fois, pour se faire connaître. Et alors quelquefois c'est ok, ça peut être stratégique, mais quelquefois ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. On met du temps à créer des conférences, on met du temps à créer des vidéos, on prend du temps à recevoir des personnes, à les écouter, et en même temps, en parallèle, on ne demande pas d'argent. Donc, ce qui se cache derrière, c'est la valeur qu'on ressent de soi, la valeur de ce qu'on apporte. Et vraiment, le jour où on découvre la valeur qu'on a, là, il y a tout qui change. Il y a vraiment tout qui change. En fait, notre valeur à chacun et chacune, elle est inestimable. Ce qu'on apporte, c'est pas juste une séance. Ce qu'on apporte, c'est pas juste un conseil, c'est pas juste ça. C'est qu'on peut changer des vies. Et ça n'a justement pas de valeur parce qu'elle est inestimable. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que vous vous attachiez non pas à ce que vous faites vous, mais à ce que vous donnez. Quelle est la valeur de quelqu'un? Quelle est la valeur de ce service-là quand la personne arrive voûtée et 2 heures plus tard, elle repart le cœur léger, la tête haute et qu'elle a confiance en elle, confiance et qu'elle va passer à l'action. Moi, il y a des personnes qui m'ont dit grâce à toi, j'ai ce nouveau job. Sans toi, je ne l'aurais jamais eu. Alors chaque fois, je dis non, c'est pas sans moi, c'est sans toi parce que moi, je n'y suis pour rien. Je suis juste l'impulseuse. Et surtout, ce que je fais, c'est que je change ta vision de toi-même. Et donc, comme après, tu crois en toi parce que tu vois vraiment la valeur de ce que tu apportes, de qui tu es et de comment tu es indispensable quelque part pour certaines personnes, et du coup, là, il n'y a plus de question d'argent, etc. Ça devient juste normal de valoriser ces services. Voilà. Vous en êtes où, vous, de la valeur, de votre valeur? Et qu'est-ce que ça fait quand vous dites qu'est-ce que je vaux? Et dernière chose, moi j'ai envie de mettre un gros coup de boule à Joe, notre syndrome de l'imposteur qui est là pour... alors qui est là de manière positive pour nous aider à aller plus loin, mais qui est aussi là pour nous casser les pieds. Et qui nous casse bien, qui nous empêche de passer à l'action, etc. 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 En fait, si on sent les choses, pour moi, c'est qu'on peut les faire.
Je vous donne l'exemple de ma conférence spectacle. Un jour, je suis allée voir des conférenciers au Palais des Congrès à Paris. On était 1800 participants. C'était énorme. On vibrait ensemble, on pleurait ensemble, on sautait ensemble. C'était une vibration pendant 3 jours. C'était dingue. Et en même temps, on avait la moitié de la salle, c'est-à-dire 900 personnes, avaient envie de monter sur scène avec les conférenciers. Et on voyait qu'ils prenaient un tel pied. Et sur les 900 personnes, j'aimerais bien savoir qui est passé à l'action. Justement à cause de Joe, le syndrome de l'imposteur. Le truc de ouais non mais ça c'est pas pour moi quoi. Non moi je serais jamais capable. Vous savez ce type de questions. Et à un moment donné, une des personnes qui était sur scène a dit écoutez, je pense que vous avez tous envie et toute envie de monter sur scène, mais si vous ne pouvez pas monter sur cette scène, eh bien créez la vôtre. Et moi le lendemain, j'ai appelé un théâtre et j'ai réservé une salle. C'était 2 mois plus tard, j'ai dit ok, c'était la seule date qui restait sur Avignon. J'ai dit ok, je prends. Je n'avais rien. Le gars me demande mais c'est pourquoi en fait. Alors je dis une conférence spectacle sur l'audace. Ça m'est venu un peu comme une illumination parce que je n'avais pas prévu du tout. En fait j'ai vraiment appelé le théâtre quoi. Et après je me suis dit je me débrouillerai. Et donc j'ai eu 2 mois pour préparer ma conférence spectacle, pour la communiquer, pour trouver une affiche, pour trouver un nom, pour trouver une régie, pour trouver un décor, pour trouver ce que j'allais dire, ce que je veux, avec quoi les personnes partent, etc. Donc ça, et le premier jour, et en fait, par rapport à ce projet, je vous le partage parce que c'est vraiment important. Il y a un truc de dingue qui s'est passé. C'est que je me suis dit, je ne veux pas la moindre once de doute, de peur, de stress par rapport à ce projet-là. C'est un projet qui est venu d'un coup, donc je veux vraiment respecter ça. Et à chaque fois, donc à l'époque je travaillais beaucoup, j'avais des journées assez denses et du coup je faisais mes répétitions de 6h à 8h du matin. Et j'ai amené mon mari Christophe qui a fait ma régie, un petit peu de mise en scène aussi, et lui aussi il se levait à 6h du matin parce qu'il croit en moi. Il a le regard d'amour sur tout ce que je fais et ça c'est énorme, mais j'y reviendrai. Et donc le jour même, j'avais le cœur qui battait, mais de joie. J'étais contente d'être là. Il y a eu 60 personnes pour une première. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est dingue. Le théâtre était quasi plein. En tout cas, il avait l'air. Il y avait une énergie de malade. Et moi, au lieu de stresser, je me suis dit, waouh, ces gens-là, ils sont venus pour moi. Mais si eux, ils croient que je suis capable de leur apporter quelque chose, si eux, ils croient en moi, ils sont venus me voir, ils ont bloqué leur soirée, ils ont payé une entrée pour ça, c'est que j'en suis capable. Et du coup, ma première a été géniale, imparfaite à souhait. Je l'ai enregistrée, puis après, en regardant, je finissais pas mes phrases et tout. Et malgré ça, il y a plein de personnes qui ont bougé. Il y a plein de personnes qui ont fait des choses sur cette conférence, qui ont osé, qui ont dégommé des peurs, qui ont mis des coups de boule au syndrome de l'imposteur. Donc ouais, c'était imparfait. Ma mise en scène était bancale. Certaines phrases, comme je disais, n'étaient pas finies. Mais et alors, j'ai envie de dire, et alors, ce qui compte, c'est pas le résultat finalement. Et du coup, pourquoi je me suis dit, mais pourquoi ça a aussi bien marché? Pourquoi moi j'ai pris un kiff énorme? Pourquoi le public est sorti en me serrant dans ses bras? Et tout simplement, je pense parce que j'ai été vraiment tournée vers ce que je donnais, vers ce que j'apportais et non pas sur comment moi je le faisais. Alors oui, j'étais mal coiffée certainement, mes déplacements n'étaient pas forcément légers ou tout. La perfection, c'est ok. J'ai pas travaillé 1 an sur ça, j'ai travaillé 2 mois et encore. Donc c'est ça que je voudrais vous dire. C'est qu'est-ce que vous apportez, si vous accrochez à ça, ça change tout. Ça change vraiment tout. Et deuxième chose, au moment où j'ai mis un deuxième coup de boule à Dieu, mon syndrome de l'imposteur, c'est que moi je suis comédienne depuis 12 ans, je fais de l'improvisation, j'ai créé plusieurs spectacles, j'en ai fait de la mise en scène, j'aide des troupes à créer des spectacles. Et en même temps, je suis coach, je me suis formée aux pratiques narratives, à l'hypnose, à la reprogrammation des chemins neuronaux avec Annick Laprade, enfin à plein de choses. Et donc j'avais ces 2 casquettes-là. Et j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Waouh, c'est génial ta conférence, moi j'aimerais tellement en faire une, mais je ne sais pas comment m'y prendre. » Et je me suis dit « Mais moi je sais en fait, je sais très bien accompagner. Je connais tous les outils de scénique, je connais le jeu d'acteur, je connais la régie. J'ai un lieu exprès qu'on a monté il y a 6 ans avec Christophe, qui est un lieu de création artistique et de stage. » Je me suis dit banco, je me lance dans une résidence d'écriture. Et du coup, j'ai animé ma première résidence d'écriture
avec 5 personnes qui voulaient écrire leur conférence spectacle et qui, quelque part, sans être guidées, ne l'auraient peut-être pas fait. Et du coup, la semaine a été extraordinaire à plein de niveaux parce que déjà ces personnes, au bout de 2 jours, avaient leur plan, au bout de 3 jours, étaient déjà sur scène devant nous, etc. Mais aussi parce que j'ai enterré ma maman et je crois que ce type d'événement, même si c'est la fin de vie, même si tout ça c'est la vie, etc. Ben, ça nous dit qu'il faut faire les choses quand on en a envie, quoi. Pas attendre quand on sera vieux, quand on sera riche, quand on sera débarrassé des enfants, quand on sera marié, quand on sera sportif, etc. Il faut le faire, quoi. Vraiment le faire quand on le sent. Donc voilà, pour moi c'est ça l'audace, c'est prendre des décisions qui rendent plus heureux, en tout cas qui vont me rendre plus heureuse. Et là en ce moment je fais ça, je prends des décisions qui me rendent plus heureux. Alors, quelle que soit la valeur que vous pensez avoir, moi je vous dis, les yeux dans les yeux, ou la voix dans la voix, ou la voix dans les oreilles, votre valeur est inestimable. Inestimable, vous êtes unique, vous êtes irremplaçable. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres? Et ça serait tellement égoïste de le garder pour vous si vous avez un don, une mission, des connaissances, des compétences qui peuvent alléger, apporter de la paix, apporter du bonheur. Voilà, c'était le message du matin à 7h10 dans la voiture. Quelle valeur vous avez? Quelle valeur vous croyez avoir? Quelle est l'histoire que vous répétez en boucle? Et quelle est finalement votre véritable histoire? Et je me suis formée aux pratiques narratives, et avec Dina Scherer notamment, et qui sort un livre bientôt, c'est Réparer les histoires, et j'adore vraiment ça parce que c'est pas votre histoire, c'est celle que vous rencontrez, c'est celle que vous racontez avec votre propre filtre. Mais est-ce que c'est la vérité? Mais si vous changez d'histoire, ne serait-ce pas merveilleux?